Napoléoné, francisé en Napoléon, naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une petite île tout juste devenue française. Il est le deuxième enfant du couple Buonaparte, qui en aura 8 au total. Dès l'âge de 5 ans, il montre le caractère, l'intelligence et la volonté de sa mère Laetitia, qui voit en lui un futur chef. Bien qu'il soit issu de la noblesse, ses parents ne sont pas très riches. Alors, quand son père Charles lui obtient une bourse, il n'hésite pas et envoie le jeune Napoléon, âgé de 9 ans, étudier sur le continent. En 1779, Napoléon entre au collège d'Autun, puis à l'école militaire de Brienne, où la discipline et les mathématiques sont au programme. Les premiers mois ne sont pas faciles. Le jeune garçon, qui ne parle que le corse, apprend le français, mais conserve un accent dont ses camarades se moquent souvent. En 1784, il rejoint l'école militaire de Paris, où il montre déjà sa capacité à organiser. « Du granit chauffé au volcan », dira de lui un de ses professeurs. Au bout d'1 an, il en sort lieutenant en second dans l'artillerie. Son père venant de mourir, il retourne alors en Corse et prend le rôle de chef de famille. Mais il devra bientôt repartir. Quand la Révolution éclate, Napoléon prend parti pour la République qui embrase la France et, en 1793, il reprend Toulon aux Anglais. Grâce à ses talents de stratège, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie et gagne la bataille du Pont d'Arcole en 1796. Rien ne semble arrêter le jeune homme, qui participe ensuite à la campagne d'Égypte en 1798. Sur le plan militaire, ce n'est pas un franc succès. Mais avec les archéologues, les naturalistes et les géographes qui l'ont accompagné, il crée au Caire l'Institut d'Égypte, chargé d'étudier la civilisation des pharaons. Au même moment, en France, les choses bougent. Napoléon rentre à Paris et, profitant d'un pouvoir affaibli, fait un coup d'État les 18 et 19 Brumaire, 9 et 10 novembre 1799. Devenu consul, puis premier consul, il met en place des réformes. Il crée des préfectures pour les départements et des mairies pour les communes. Il modifie les institutions judiciaires, transforme le Louvre en un des plus beaux musées et fonde en quelques années 45 lycées. Il distribue aussi des récompenses aux meilleurs soldats et civils, comme la Légion d'honneur, un insigne avec une étoile à 5 rayons doubles. Une nouvelle société apparaît, dirigée par un nouveau code de loi. Il faut 4 ans à Napoléon pour mener à bien ce projet de code civil, publié en mars 1804. Son but est de fixer les lois pour vivre en bonne société et, surtout, de les rendre accessibles à tous car, comme tu le sais, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, de la vie des soldats en campagne aux conditions du divorce, en passant par l'autorité parentale, aucun sujet ne lui échappe. Devenu Code Napoléon en 1807, il s'applique alors à l'ensemble des territoires conquis. Depuis, un certain nombre de pays européens, comme la France, l'ont conservé et adapté. Napoléon, qui veut s'assurer de garder le pouvoir, se fait nommer empereur des Français, sous le nom de Napoléon Ier. Il est sacré le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame, à Paris, en présence du pape Pie VII, venu de Rome pour l'occasion. Napoléon porte le manteau impérial de velours pourpre, rouge, parsemé d'abeilles d'or, son emblème. Il tient le sceptre et la main de la justice, symbole de son rôle de chef. Au moment du sacre, il prend la couronne des mains du pape et la pose lui-même sur sa tête. Puis à son tour, Joséphine, son épouse, est sacrée elle aussi. Une magnifique cérémonie. De telles ambitions effraient les pays européens qui se mobilisent contre l'empereur Napoléon Ier. Même si les Anglais remportent la victoire de Trafalgar, les Russes et les Autrichiens subissent une lourde défaite à Austerlitz et l'Espagne tombe sous le joug des Français. L'empereur est au sommet de sa gloire. La Grande Armée compte jusqu'à 100 000 cavaliers et des milliers de soldats à pied surnommés les grognards. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils se plaignent souvent. Ils grognent. En 1811, l'Empire est à son apogée, englobant la Hollande, la Belgique, la Suisse,
l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, soit 130 départements. La campagne de Russie va marquer le début de la fin pour l'empereur. Pourtant, tout avait bien commencé avec la prise de Moscou en septembre 1812. Mais l'hiver glacial, un incendie et une contre-offensive russe provoquent la retraite des Français. Le passage de la rivière Bérézina en décembre est une catastrophe. L'armée impériale perd près de 200 000 hommes. D'ailleurs, le mot Bérézina passera dans le langage courant pour désigner une déroute. La campagne d'Allemagne de 1813 est, elle aussi, une vraie catastrophe. La France est envahie et Napoléon Ier, qui doit abdiquer, s'installe à l'île d'Elbe, en Méditerranée. C'est alors le retour de la monarchie avec Louis XVIII. Sur l'île d'Elbe, Napoléon gouverne avec quelques ministres et, tu t'en doutes, prépare son retour. En mars 1815, il se rend à Paris et chasse le roi Louis XVIII. De nouveau à la tête du pays, l'empereur repart en conquête. Mais cette période, que l'on appelle les 100 jours, se finit mal. Le 18 juin 1815, Napoléon et ses hommes affrontent, à Waterloo, les Anglais et les Prussiens. La défaite est terrible. Napoléon regagne Paris dans la nuit, abdique une seconde fois et se rend aux Anglais. Cette fois-ci, il est exilé très loin de la France, sur une petite île de l'Atlantique Sud. Le 14 octobre 1815, après un long voyage en bateau, Napoléon débarque sur l'île de Sainte-Hélène, accompagné d'un certain nombre de ses proches. Le général Gourgaud, le général Montholon, son valet de chambre marchand, et le comte Emmanuel de Las Cases. Ce dernier est l'auteur du Mémorial de Sainte-Hélène, récit des mémoires de Napoléon. Tous habitent la demeure de Longwood House, encore aujourd'hui propriété du gouvernement français. Napoléon y décède le 5 mai 1821. Sa dépouille est rapatriée en 1840 à Paris et repose sous le dôme des Invalides dans un magnifique tombeau que tu peux aller admirer.